Alors, on va en venir justement à votre association Coalia, dont vous êtes directrice de l'unité territoriale sur l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et les Pays de la Loire. Coalia qui existe depuis 1962. Est-ce que les différentes crises là qui se succèdent ces dernières années sont les pires épreuves vécues par l'association ? Je crois que c'est une période effectivement inédite qui vient terriblement impacter et bouleverser le travail des équipes au quotidien. D'une part parce qu'on est, nous, en tout cas, un peu en situation de crise régulièrement, et ce depuis, on va dire, à peu près la fin de l'année 2015, puisqu'on a commencé à travailler sur les dispositifs relocalisés, aussi réinstallés. Ce sont les personnes syriennes qui obtiennent le statut de réfugié dans les pays limitrophes à la Syrie. Donc on s'est transformé dès la fin de cette année-là en différents métiers qu'on ignorait. On est devenu prospecteur immobilier, on est devenu négociateur. C'est-à-dire qu'il a fallu sortir. Alors sur l'Ille-et-Vilaine, on était traditionnellement sur Rennes et Rennes Métropole, et on a dû pousser les frontières pour éviter un effet de saturation, notamment sur Rennes, qui accueillait déjà beaucoup, pour aller aussi à la découverte de nouvelles communes, dont notamment Martigny-Ferchaud, avec une qualité d'accueil. Et monsieur le maire de Martigny-Ferchaud expliquera tout à l'heure comment ça s'est passé. Mais il est vrai que cette crise migratoire est venue impacter jusqu'à dernièrement les personnes qui sont arrivées de Grande-Synthe, en passant par le démantèlement de Calais, donc effectivement avec des vagues successives et des personnes arrivant dans des états très différents. En tout cas, on peut apercevoir, moi, à titre personnel, je travaille dans le milieu de la demande d'asile depuis plus de 15 ans. Je trouve que les personnes qui arrivent aujourd'hui sont en mauvais, peut-être davantage en mauvais état qu'auparavant. C'est-à-dire que la route de l'exil est, on l'a dit tout à l'heure, excessivement violente pour les personnes, et en particulier les femmes. Et puis des exactions commis auprès des personnes. Donc effectivement, c'est un impact très fort. Yves Pasco, tout à l'heure, parlait de l'Union européenne prise un peu de vitesse par ces problèmes. Ça s'est répercuté finalement aussi sur les associations qui travaillent aujourd'hui ? Paradoxalement, nous, on a pu être prêts assez vite. C'est-à-dire que on s'est mobilisé avec les communes. On s'est vraiment mis, je vous dis, en mode gestion de crise. C'est-à-dire qu'on a une capacité, de par notre expérience, à être réactif quand il y a des demandes de l'État, y compris là avec Grande-Synthe, puisqu'on a accueilli le week-end de Pâques de nuit des personnes arrivant. On a su répondre présent. Après, la difficulté, en particulier pour le dispositif des relocalisés, c'est que le retard dans les hotspots a fait que petit à petit, notamment les maires des communes, se sont aussi essoufflés, parce que finalement tout le monde était prêt et puis personne n'est arrivé. Alors je voulais rassurer les élus des communes. En tout cas, on a toujours aujourd'hui des besoins. Notamment est venu aussi impacter notre travail, c'est l'extension des places CADA, donc centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et on est régulièrement à solliciter les élus pour pouvoir trouver de nouvelles places. Alors, Odile Grelet, aujourd'hui, quand une famille demandeur d'asile arrive en France, que fait Coalia pour elle ? Alors d'abord, on va dire essayer de répondre aux besoins les plus urgents. Dans le cadre des personnes arrivant de Calais et de Grande-Synthe, c'est des besoins sanitaires urgentissimes. C'est faire manger les gens, les vêtir, leur donner les moyens d'accéder à l'hygiène et surtout aux soins. Pour des familles n'arrivant pas dans cet état d'urgence, là on va être sur déjà, et ça c'est aussi valable pour les personnes arrivant de Calais, sur leur expliquer leurs droits. On est là pour leur donner les clés de compréhension de la société en France. Elles ont souvent, en arrivant, une méconnaissance de ce que c'est que la demande d'asile, et donc les équipes sont là pour leur donner tous les renseignements et tous les outils pour qu'elles puissent formaliser leur dossier. On scolarise bien évidemment les enfants le plus rapidement possible, et on travaille l'accès aux soins et à la santé. Combien de personnes travaillent aujourd'hui, sur l'Ille-et-Vilaine au sein de Coalia ? Eh ben, écoutez, aujourd'hui, nous avons plus d'1 millier de places avec une centaine de collaborateurs. Et vous vous occupez de combien de personnes ? Alors, je vous ai dit, donc 1 millier de places égale 1 millier de personnes, en tout cas sur l'Ille-et-Vilaine.
Ce qui est intéressant de souligner, c'est que sur la Loire-Atlantique, nous avons ouvert cette année le premier CADA dédié à l'accueil uniquement des femmes et des enfants, donc des femmes victimes de persécutions sur la route de l'exil. Donc ça, c'est donc un dispositif qui n'existait pas encore, en tout cas au niveau national. C'est signe que vous vous adaptez également ? C'est signe qu'on peut toujours être innovant et que, comme il a été dit tout à l'heure, on doit s'adapter aux besoins des personnes. Et ça, c'est fondamental, essayer de faire en sorte que les personnes qui doivent elles-mêmes s'adapter à un système qui colle pas forcément à leurs problématiques, en tout cas, on doit nous toujours essayer de faire au mieux pour fournir un accueil de qualité. On va en venir à l'exemple de Martigny-Ferchaud. Une dernière question sur Coalia. C'est une association qui communique très peu sur ce qu'elle fait. Oui. Pourquoi ? Parce que on travaille beaucoup dans la discrétion, parce que vous savez, communiquer, c'est passer beaucoup de temps à communiquer et pas forcément à travailler. Donc paradoxalement, on a été extrêmement sollicité par les médias justement au moment de l'arrivée des migrants de Calais, et croyez-moi, on avait beaucoup de choses à faire, et passer du temps à parler à des journalistes, c'est du temps qui est consacré en moins à parler à des personnes, à s'occuper des personnes, excusez-moi. Bon, on va parler on va écouter une illustration concrète avec l'exemple de Martigny-Ferchaud. Monsieur Pierre Jégu, bonjour. Vous êtes donc le maire de la commune. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors Martigny-Ferchaud, c'est un exemple de co-construction réussie, puisque aujourd'hui vous accueillez une quarantaine de migrants pour 2700 habitants. Oui, alors je voudrais présenter un peu Martigny, mais brièvement, dire que c'est une commune, comme vous l'avez dit, de 2700 habitants, une commune étendue, puisque en superficie c'est la deuxième commune du département, et une commune où le taux de pauvreté est assez élevé, au-delà de la moyenne du département. Ceci aussi pour expliquer que par rapport à nos populations, l'accueil de réfugiés pouvait aussi, plus qu'ailleurs, qu'on a une population qui dépend aussi d'aide sociale, être un moment de dire, voilà, on a chez nous nos besoins, notre misère, en gros, pour se dire simplement, et en plus, vous accueillez des réfugiés. Alors comment ce moment est arrivé ? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je pense que vous prospectez de l'immobilier, et en septembre 2015, je reçois un appel de Madame Lefoucheur, qui est dans cette salle, qui m'expose la situation, les besoins. Presque spontanément, elle pourrait vous le redire, hein, j'ai accepté l'accueil de 40-45 réfugiés. C'était l'accord du maire. Dans un local ancienne gendarmerie, hein, qui a été libéré, je dirais, en début de 2009, hein, suite à la réorganisation ou suppression de postes. Bon, donc ce local ancienne gendarmerie se trouvait disponible, il était en vente, et il fallait devant le conseil faire approuver cette demande. J'avais pas trop de soucis, mais malgré tout, à un moment, je me suis peut-être engagé un peu vite, sans avoir, voilà. Et on avait un conseil municipal dans les 48 heures, donc j'ai exposé la situation. J'aurais dit que j'avais besoin du soutien de l'ensemble des élus, hein, parce que j'estimais que c'était une action qui pouvait être portée, mais qu'avec l'assentiment du plus grand nombre, et les élus de Martigny, à la majorité, moi d'une abstention, à accepter la proposition que je leur faisais. On a retiré le bâtiment de la vente, puisqu'il était en vente. Il était presque vendu, je dirais même. Et il y avait des besoins de rénovation. Donc avec Coalia, on a été, je dirais, assez efficace au tout début, parce qu'on pensait devoir accueillir dans les semaines qui allaient suivre. Alors ça ne fut pas le cas, puisqu'on a attendu le 9 juin 2016 pour l'accueil des premiers. Voilà. Donc je veux dire aussi que Martigny, on n'est pas la seule commune. On est peut-être un exemple. Alors je le prends quand même. Peut-être comme un compliment, mais je pense que ça se passe bien dans la majorité des communes. Donc le temps fort, bien entendu. Alors là, je vais parler d'une façon plus concrète de l'arrivée de personnes
qui viennent sur notre sol pour la première fois, qui ont tout quitté et qui débarquent comme ça un jour dans une cour devant le bâtiment pour prendre possession de ce bâtiment. C'est un moment d'émotion pour nous qui les recevons. Et au travers de ça, je pense qu'on ressent aussi, quand ces personnes ont vu le site qui allait les accueillir, ils se sont sentis peut-être en sécurité, mais malgré tout, je ressentais au travers de leur regard qu'ils avaient quand même, ils venaient de loin, ils avaient fui quelque chose, et qu'il fallait qu'ils repartent vers une construction d'une nouvelle vie. Là, c'était notre rôle. Enfin, on a essayé de faire. Je pense que, en partie, peut-être réussi, mais on n'a pas tout réussi. C'était l'accompagnement et de solliciter un nombre de personnes, de bénévoles, pour différentes actions, pour être des cours de français, de cuisine, près du sport, enfin, pour arriver à intégrer cette population et leur donner aussi de l'occupation, parce que pendant 8 mois, ils allaient être là sans rien avoir à faire. Donc on a ouvert aussi un espace jardin. Enfin bon, je pense que on a appris beaucoup aussi de ces moments, et je pense que les moments forts resteront forcément attachés à cette venue de réfugiés, enfin, pour notre commune, mais je pense qu'il en est de même pour toutes les communes qui accueillent. C'est-à-dire qu'il y a eu un nouveau souffle dans votre commune grâce à cette arrivée ? Je dirais pas un nouveau souffle, c'est des habitants en plus, c'est des enfants dans les écoles en plus. On a ouvert une classe supplémentaire qui de toute façon allait ouvrir parce qu'on en avait besoin. L'intégration des enfants par rapport aux enfants petits français qui sont là a été super, je dirais. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés malgré les enfants. On avait 10 enfants primaires, maternelle primaire, se sont rapidement fondus, je dirais, dans le groupe, même au-delà on échange facilement quand on est enfant, je pense, sur les jeux. Enfin, il y a des tas de facilités à pouvoir, et les enseignants aussi, parce qu'il fallait aussi, parce que quand 2-3 enfants ne parlant pas la langue arrivent dans une classe, je pense que ça complique un petit peu le travail des enseignants. Donc, tous ces difficultés entre parenthèses se sont quand même bien. Alors, on peut parler d'une franche réussite de l'accueil. Pour vous, quels sont les acteurs ? Peut-être que Madame Grelet peut aussi répondre, mais quels sont les facteurs de cette réussite ? Alors, un des facteurs pour moi, puis après je repasse, c'est par rapport à la population, notre population. En tant qu'élu, je pense qu'il ne faut pas s'engager plus que ça par rapport à ces personnes. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de créer la différence, que le maire va trop, il s'implique trop. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose mais qui est vraiment juste, c'est la discrétion. Je pense que il faut agir, mais il ne faut pas mettre en avant et dire ce qu'on fait. Parce que les populations qui sont dans le besoin, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un taux de pauvreté important. Et j'ai ressenti quand même par rapport aux sollicitations que le CCS a, comme dans toutes vos communes, les personnes qui sont venues en demande. J'avais l'impression que c'était pas exprimé. Quand elles venaient vers moi, forcément vous allez nous accorder quelque chose maintenant que vous avez accueilli. Et ça, je l'ai ressenti assez fort. Madame Grelet. Finalement, et on l'a vu aussi sur Cancale, par exemple, où nous avons ouvert un dispositif temporaire pour les migrants de Calais, et aussi sur d'autres communes. La plus belle des réussites, c'est quand un dispositif devient banal. C'est-à-dire quand les personnes vivent comme tout un chacun au sein de la commune. Moi, je voulais revenir sur la question de la personne au fond. Les demandeurs d'asile qui arrivent sur des communes, c'est une richesse qui est apportée aux communes, puisqu'effectivement, ça permet à certaines écoles en milieu rural, c'était pas le cas sur Martigny-Ferchaud, mais en tout cas de maintenir des écoles. Les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui vont consommer dans les commerces. Nous, quand nous nous installons quelque part, nous privilégions en tout cas les entreprises aussi locales, et autant qu'on peut, on essaie de recruter aussi localement. Donc il faut toujours penser effectivement vivre l'arrivée des personnes comme un atout, et puis finalement comme un quelque chose qui rentre dans les us et coutumes de la vie de la commune. Monsieur le maire, peut-être une question. Alors, il y a deux questions. Une question qui est arrivée sur le site. Est-ce que les maires de France discutent autour de cette question pour éviter les engorgements à des endroits et construire une politique d'accueil humaine structurée sur tout le territoire ?
Alors sur le territoire, je vais parler du territoire que je connais le mieux, hein, c'est mon secteur de est du département. À l'arrivée de réfugiés à Martigny, j'ai échangé avec les maires de ma communauté de communes, hein, puis la Réchauffé. Globalement, il y avait un ensemble d'avis favorables. Peut-être certains quand même avec une certaine réticence, je le dis comme je l'ai ressenti. Mais je pense que c'est la méconnaissance. Je pense que quand on est en situation, je pense que la question ne se pose même pas, quoi. Alors, vous vouliez réagir, Madame Grelet ? On a parlé effectivement de notre capacité à être réactif, à accueillir, peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais en revanche, un obstacle majeur, c'est l'accès aux soins et à la santé. On sait réparer les corps, mais on a du mal à réparer les esprits. On manque de personnel en santé formé au trauma de guerre. On a des personnes victimes de guerre, voilà, et qu'une insertion réussie et pouvoir après voler de ses propres ailes, ça nécessite en amont un gros travail, notamment de soutien psychologique. Et là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui parce que, et en particulier sur les enfants. Aujourd'hui, on a des enfants qui, quand ils entendent les alarmes le mercredi des pompiers dans les communes, parfois vont sous les tables dans les écoles parce que ça leur rappelle ce qui s'est passé dans le pays. Donc, on a absolument cette nécessité, en tout cas, d'être prêt pour les rétablir au niveau de la santé mentale en particulier. Alors j'ai une dernière question pour Monsieur le maire. Vous disiez que la commune donc a accueilli une quarantaine de migrants. Alors je crois qu'il y a eu plusieurs vagues, c'est-à-dire que les premiers sont repartis, puis il y en a de nouveaux. Vous avez 2700 habitants, une commune pauvre a priori. Est-ce que vous avez ressenti des conséquences dans les urnes aux dernières élections ? Je dirais non, hein, puisque alors on a trop, hein, le vote extrémiste est toujours trop élevé. Martigny, on était un chiffre à 26%. On a le même taux que les communes, je dirais que de notre pôle de vie. Hein, tu prends Retier, Janzé, qui sont un peu, la Guerche, qui sont à peu près dans ces. Donc alors par rapport aux dernières, il y avait les régionales hein, en fin 2015. L'annonce d'accueil des réfugiés à Martigny est arrivée à l'automne, au mois de septembre, avant l'élection. Et au printemps de cette année, il y avait eu les départementales. Le taux de vote extrême au printemps 2015 et à l'automne 2016, après l'annonce d'arrivée des réfugiés, en nombre de personnes, je ne dis pas en pourcentage, était à 2 le même. D'accord. Donc voilà, c'est un peu la réponse que je peux apporter. Alors je crois que maintenant on va passer aux questions dans la salle pour cette deuxième table ronde. Il y en a une là, une devant aussi. Hop. Bonjour. Une par là aussi, une au milieu aussi. Plus qu'une question, c'est une remarque ou une réflexion que j'ai. C'est sur la question de la dignité qui est revenue régulièrement pour l'instant au niveau des tables rondes. Et la réflexion que moi je porte, c'est que quand une personne est poussée à la migration, quand une personne n'a pas les moyens de manger, n'a pas les moyens de se laver, quand une personne est poussée sur les routes, c'est pas sa dignité à elle qui est remise en question, mais c'est bien la dignité des personnes qui doivent se positionner dans l'accueil. Voilà. Oui, je pense que oui. Alors, j'adhère complètement à ce... Hein. Au milieu, il y a une question là aussi. Donc n'hésitez pas, hein. Il y aura aussi un autre temps à la fin pour poser des questions à tout le monde et vous pourrez échanger. Voilà. Oui, simplement, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport à Coallia, quand vous avez dit notre travail de professionnel a évolué, on est devenu des rechercheurs de logement, de travail, enfin j'imagine et tout ça, on voit bien. Mais il y a quelque chose qui me frappe un petit peu, c'est que, alors c'est le lien bien sûr avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que il semble que la priorité soit finalement les relocalisations ou non, pas seulement.
Parce qu'on avait l'impression que les personnes pour qui vous recherchiez ces logements, c'était les Syriens ou ceux du dispositif évoqué tout à l'heure, oui ou non ? Coalia, sur l'île-et-Vilaine, s'occupe également de mineurs non accompagnés, de personnes réfugiées, de demandeurs d'asile. Voilà, on a une large compétence, mais effectivement, la crise migratoire nous a fait pousser les murs. C'est-à-dire, alors, c'est pas seulement les relocaliser. J'ai précisé tout à l'heure qu'on avait accueilli 60 nationalités différentes, voilà, et que voilà la problématique est très vaste. D'accord. Alors du coup, je vais poser une question, mais je vais faire un tout petit détour. Donc pour dire, je suis membre d'un collectif de la commune de Bru, collectif d'associations et de particuliers, une quarantaine de personnes qui, depuis septembre 2015, se sont regroupés pour essayer de voir dans quelles conditions on pouvait accueillir. Et un des premiers pas, ça a été la mise à disposition par la mairie d'ailleurs de logements que nous avons équipés et devaient arriver d'ailleurs incessamment, mais je crois que c'est la même chose à Martigné. Ils ont mis 1 an à arriver, voilà. Mais ce que je voulais surtout dire, et ma question, c'est que pendant ce temps-là, on a vu quelques Syriens, maintenant il y en a eu 3 familles qui sont arrivées, en lien avec Coalia, et qu'on a accueillis ensemble, mais entre-temps, il y a une dizaine d'autres familles qu'on accompagne, qu'on a rencontrés, et eux, ils sont complètement hors statut. Et ça revient à la question évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la plupart du temps des réfugiés qui n'ont pas de statut, qui ont des demandeurs d'asile qui sont déboutés et qui attendent 5 ans. Et aujourd'hui, je trouve, qui attendent les 5 ans de la circulaire Valls évoquée tout à l'heure par Marianne. Et aujourd'hui, il y a quand même un vrai problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à accompagner des gens comme cela, qui se cachent plus ou moins parce qu'ils savent pas trop ce qui peut leur arriver, et alors on leur demande, ils peuvent pas travailler, ils ont le droit de travailler, les logements. Une des familles qu'on a pu accompagner, il a fallu qu'on prenne tout en charge parce qu'ils vivent avec quoi aujourd'hui ? Quelques dizaines, quelques centaines d'euros, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est dramatique. Enfin, aujourd'hui, ces gens, alors parlons pas de dignité. Aujourd'hui, ces gens-là ont fait le maximum pour trouver des logements. Je vous raconte pas comment ça peut se passer. Alors, il y a ceux des collectivités, mais d'autres logements. Parfois, on guette des logements, mais c'est vraiment sans filet et tout ça. Et quand on ne nous dit pas, comme parfois, oui, mais de toute façon, ils n'ont pas à être en France, donc à la limite, nous devrions les ignorer. Voilà, je veux simplement revenir sur cette question des statuts. Bon, on en a souvent discuté avec Marianne Chapdelaine, elle connaît bien cette situation, mais aujourd'hui, c'est quand même la pression très forte, et on est plusieurs dans la salle concernés ici par ce genre de situation. Enfin, malheureusement, cette question ne relève pas des compétences de Coalia, puisque nous sommes effectivement missionnés pour prendre en charge par l'État des familles en cours de demande d'asile. C'est qui ? C'est l'État qui pourrait vous répondre, mais pas l'opérateur en tous les cas. Alors il y a une question devant, allez-y. Oui, moi c'est une question pour le binôme là. Donc j'ai entendu qu'il y a eu en 2016 40 à 45 personnes qui sont arrivées à Martigny-Ferchaud. Elles sont donc est-ce qu'elles étaient là sur un CDD et qu'elles sont parties à la date, ou bien est-ce qu'on attend qu'elles soient remises un peu à flot, et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, je vais d'abord répondre pour la partie Coalia, après je passerai le micro à Monsieur Végu. Donc, les personnes, donc elles ont pendant plusieurs semaines et mois attendu que leur situation s'éclaircisse au regard de la demande d'asile. Donc, elles sont devenues réfugiées statutaires, et donc l'équipe de Coalia a travaillé à l'insertion des personnes. Voilà. Et l'objectif étant que quand d'autres partent, d'autres arrivent.
Et quand elles partent, c'est qu'on a travaillé l'insertion et que maintenant elles vivent leur vie sur la commune ou complètement ailleurs. Oui, alors pour continuer dans la réponse, je dirais que la commune, ou du moins les bénévoles, les personnes qui s'en occupent, ne les perdent pas de vue. Je pense que ceux qui sont partis, une famille vers Bordeaux, l'autre dans les ailes à France, on garde des contacts avec nous et c'est ce qui fait bien plaisir. Et d'autres sont restés à Bruges, je sais pas qui me parlait, il y a une famille qui est là. C'est un monsieur et une dame qui sont étudiants à la fac de Rennes. Donc tous les cas, bien entendu, sont différents. Dans l'insertion après, la période des 6 mois écoulés va être différente d'une personne à l'autre, suivant la capacité aussi de s'intégrer. Et c'est bien là que après nous, une partie a quitté Martigny. Je crois qu'il reste 2 familles actuellement qui sont en attente, peut-être aussi de trouver une solution. Mais je pense que le rôle de Coalia et après de l'accueil commune, ou du moins des bénévoles qui s'en occupent, peut-être s'arrête pas complètement là, il reste un petit peu de lien quand même. Je pense qu'on ne peut pas avoir accueilli des personnes 6 mois, s'en est occupé un petit peu, sans après on en perdra de vue, je dirais. Mais quand même, je pense, et comme l'a dit une personne qui a d'ailleurs écrit un livre, je viens d'Alep, je vous conseille d'ailleurs de le lire, c'est assez édifiant sur le parcours d'un réfugié, et qui dit Martigny, c'est ma 2e naissance, parce que c'est là il a posé les pieds pour se construire une 2e vie. Alors, il y a une intervention devant. Je crois qu'il y a d'autres interventions derrière. Veuillez lever la main pour ceux qui voulaient prendre la parole afin que Lorraine puisse voir. Alors, il y a là devant, là-bas et derrière. Ok. Oui, donc j'interviens là. Par rapport à votre question concernant les maires, effectivement, il y a quand même une très très forte mobilisation des mairies en général pour s'organiser, pour faire de l'accueil. Au niveau de Rennes Métropole, en tous les cas, le président Emmanuel Coué avait appelé l'ensemble des communes à se rassembler suite à l'appel du président de la République, et on était plus de 35 communes sur 43 à répondre. Oui, on va s'organiser pour pouvoir accueillir. Ce qui a été compliqué, effectivement, c'est le décalage qu'il y a eu après entre le fait qu'on était prêt à accueillir et puis que personne n'arrivait. Et donc, effectivement, dans les communes, de toute façon, les logements ne sont pas restés non plus à rien faire, parce qu'on a d'autres demandes qui ne sont pas forcément des Syriens. Et je rejoins la question qui était posée tout à l'heure. Effectivement, dans toutes les communes, pratiquement, on a des personnes qui sont déboutées, qui ont fait plusieurs parcours de demande, soit parce que ils étaient malades une période, etc., où ils ont essayé d'avoir le statut de demandeur d'asile, etc., mais ils ont été déboutés. Et c'est des personnes aujourd'hui qui sont sur le territoire dans un certain nombre d'endroits et qui vivent là et qui vivent sans moyens. Et c'est vrai que la question, elle est quand même énorme. Et il y a des personnes, ça fait bien plus de 5 ans qu'ils sont là. Et je ne sais pas si la circulaire Valls qu'elle a donnée, mais ça fait bien plus de 5 ans qu'elles sont là, ces personnes-là. Ça fait pratiquement 10 ans et qui sont toujours sous le joug de l'expulsion, quoi, en fait. Et des fois, des personnes qui sont âgées. Et donc, on a vraiment des soucis au niveau des communes pour gérer ces cas-là. Je pense qu'il faudrait qu'on ait des réponses par rapport à ça. Levez la main, s'il vous plaît. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure les traumatismes que pouvaient subir les demandeurs d'asile. Nous venons d'accueillir pendant 3 mois un couple chez nous dans notre appartement, et la proximité que nous avions avec ce couple, ce sont des grands-parents qui ont également une belle-fille qui est à Rennes avec ses petits-enfants. Et nous avons réussi à créer des liens malgré la difficulté de la langue, et bien que le grand-père soit en France depuis 2011. Et il y a 15 jours, le matin, il se lève, et puis je lui ai demandé comment s'était passée la nuit, et il me dit je suis tombé du lit. Je suis tombé du lit, j'ai cru qu'il y avait, alors j'ai compris que c'était un lion qui me poursuivait, et il me dit je fais régulièrement des cauchemars. C'est quelqu'un qui a fui l'Arménie pour des raisons politiques,
Et le petit-fils fait également des cauchemars. Le problème, c'est que comme il ne parle pas, comme le grand-père ne parle pas bien français, il ne peut même pas consulter. Il a eu dernièrement un rendez-vous chez un psychiatre. Le psychiatre a dit mais je peux pas travailler avec vous. Il faut un interprète pour que je puisse travailler. Et le grand Vesmir, enfin je m'excuse de citer son nom, me dit je ne souhaite pas travailler avec un interprète. Donc les gens, enfin, on est face à des situations, et je crois que nous, si on n'avait pas été au contact aussi proche avec ce couple, on n'aurait jamais compris ce que pouvaient souffrir les migrants. Et d'une certaine manière, on remercie le Secours catholique de nous avoir sollicités pour les accueillir, même si ça n'a pas toujours été facile. Merci du témoignage. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question pour la directrice de Coalia. J'avais d'abord une première question qui était est-ce que vous arrivez à prendre en charge tous les gens qui sont en demande d'asile sur l'île-et-Vilaine, ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas pris en charge ou mal pris en charge? Et l'autre question qui m'interpelle un peu, vous avez parlé de 1000 personnes et de 100 intervenants de Coalia. Ça fait une personne pour 10. Est-ce que c'est suffisant par rapport à tout l'accompagnement? Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les limites de l'accompagnement que vous faites, mais j'imagine qu'au-delà de l'accompagnement de base, manger, se vêtir, etc., vous avez parlé d'accompagnement sanitaire, on sait que les démarches sont longues. Il me semble que pour les demandeurs d'asile, il y a des récidives, etc. Si c'est vous qui prenez tout cela en charge, est-ce que vous estimez être en capacité suffisante pour accueillir correctement ou pas? Puisque vous avez parlé d'opérateurs, donc j'imagine que vous dépendez des moyens qu'on donne à votre association. Oui, effectivement, nous sommes financés par l'État. Donc, il y a les intervenants sociaux, et vous l'avez dit, qui font tout le travail d'accompagnement à la procédure de la demande d'asile, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et il y a aussi les métiers liés à l'accompagnement dans le logement. On a aussi un staff technique, hein, c'est le nerf de la guerre aussi, pouvoir héberger les personnes dans de bonnes conditions. Il y a aussi tout le travail administratif auprès des personnes. J'ai pas envie de tenir un discours on manque de moyens, parce qu'une fois qu'on a dit ça, comment les choses peuvent se passer, je pense que on peut toujours faire mieux, ça c'est clair. Voilà, je peux pas, dire autre chose qu'on essaie de faire au mieux en tous les cas. Sur ce qui concerne est-ce qu'on prend en charge tous les demandeurs d'asile arrivant sur l'île-et-Vilaine, le système aujourd'hui réglementaire est plus complexe que ça. C'est qu'une famille qui arrive en île-et-Vilaine peut être orientée dans un autre département français. D'abord, une famille primo-arrivante qui arrive sur le département, elle doit passer par le guichet unique de la préfecture, et elle rencontre également l'OFII qui donc l'inscrit en tant que demandeur d'asile en attente d'un hébergement. Donc les personnes peuvent être aussi orientées sur des centres d'accueil au national et pas seulement sur l'île-et-Vilaine. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en attente d'hébergement et qui sont hébergées sur des dispositifs d'urgence, qui sont gérés également par Coalia. Alors on va passer à une dernière question avant la troisième table ronde. Vous aurez l'occasion de vous exprimer après. Oui, bonsoir. Jacques Garot, amicale laïque de Cancale et Ligue de l'enseignement. Je voulais prolonger un petit peu le propos de Monsieur le maire de Martigné au niveau des associations qui ont pu œuvrer effectivement autour des réfugiés. Nous, à notre niveau, nous avons eu la chance, en fin de compte, de pouvoir découvrir des associations
que nous ne connaissions pas alors qu'elles étaient tout autour de nous. Parce que nous avons pris une direction, nous avons travaillé dans la même direction, et on s'est retrouvés effectivement à avoir des valeurs communes que nous ne soupçonnions pas, et effectivement on a pu s'enrichir énormément, et sans l'arrivée des migrants ça ne se serait pas fait. Et je crois que quand on parlait du retour qu'il y avait, on a un retour monumental de ces jeunes-là qui effectivement ont un besoin affectif important et nous le transmettent. Moi, par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur le maire, tout à l'heure, où vous disiez qu'effectivement il fallait rester dans la réserve. Bon, nous, on a été peut-être un petit peu plus dans l'affectif parce que nous les accompagnons régulièrement, pratiquement au quotidien, à travers des activités sportives, à travers l'alphabétisation, bien sûr. Mais je crois que d'avoir des grands gaillards, effectivement, qui sont partis pour certains depuis 6 mois et qui continuent à nous envoyer des textos, je crois que c'est quand même important. Et là, effectivement, quand on parlait de la dignité tout à l'heure, ces jeunes-là, ils ont eu un passage, même si leur combat n'est pas fini, même s'ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour certains, au moins ils ont pu prendre une bouffée d'oxygène et puis un peu d'humanité, et ça c'est quand même très chouette. Bon, ceci dit, il y a le côté donc devoir envers les migrants. Et on a essayé, nous, à notre niveau, de travailler avec les collèges, les lycées, les écoles également. Et nous avons été invités, je pense à un collège de Saint-Malo, où une classe de 4e avait à peine 50% de l'effectif qui n'était pas au courant qu'il y avait une jungle à Calais. Voilà, alors ils étaient à l'aise avec leur téléphone portable, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe à côté, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de communication dans les familles. Et donc là aussi, il y a peut-être aussi du travail à faire dans les familles pour parler des migrants. Merci. Donc pour aller plus loin, tout à l'heure, Monsieur le maire parlait d'un livre, donc un livre qui vient de sortir. Donc c'est l'histoire d'un migrant qui raconte son périple d'Alep jusqu'en France en passant par le Liban, la Libye, la Turquie, la Grèce. Donc il s'appelle, l'auteur en tout cas s'appelle Jude Jassouma, c'est ça. Et le titre de l'ouvrage c'est Je viens d'Alep.